j'ai choisi un sujet qui va nous emmener bien loin de la Terre. Et donc, la question que vient de poser Claire, quel rapport a tout ça avec notre existence, nos problèmes terrestres, gilets jaunes ou changement climatique, hein? Ben, il va falloir réfléchir un petit peu sur le rapport. Donc pour l'instant, je vous emmène dans un grand voyage, très très loin de la Terre, mais l'homme est ainsi fait qu'il trouve son inspiration pour vivre de manière extrêmement variée. Et comme vous êtes jeune et à l'âge où le monde s'ouvre pour vous, eh bien c'est un élément pour vous aider à vous situer dans l'univers. Puis après, ben, il faut voir ce qu'on fait de sa vie, c'est un sujet évidemment tout à fait essentiel. Mais là, c'est un grand voyage, très loin, qui va vous montrer ce dont est capable l'intelligence humaine. Et ça, c'est quand même extrêmement réconfortant quand on regarde l'avenir, c'est de se dire l'homme est capable. Et s'il est capable de faire ce que je vais vous raconter, eh bien il est aussi capable de gérer sa propre planète. Bon, alors vous connaissez évidemment ce très beau tableau de Paul Gauguin, auquel il a donné un nom. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Donc au fond, l'art et la science portent cette interrogation de deux manières. Chacun a sa manière. L'artiste l'exprime par ce tableau extraordinaire et mystérieux d'une certaine manière, et le scientifique l'exprime aussi par sa recherche de réponses à ces questions, à ces points d'interrogation. Des réponses qui ne sont jamais définitives, mais qui sont toujours un petit pas de plus vers la vérité. Alors, on va commencer en quittant la Terre par le système solaire, que vous connaissez bien, et la question que nous allons rencontrer et à laquelle nous allons répondre, en partie au moins, c'est ce point d'interrogation. Est-ce que notre système solaire est unique dans l'univers? L'univers, c'est grand. Et le point d'interrogation, il a été posé il y a très longtemps, il y a plus de 3000 ans, par un savant qui s'appelle Démocrite, dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais qui a laissé une trace très profonde dans l'histoire, parce que c'est lui qui a inventé, et vous en parlerez avec votre professeur de philosophie, le mot atome. Atome, un mot que la science utilise beaucoup aujourd'hui. Et puis, après Démocrite est arrivé plutôt un poète, un écrivain, qui s'appelle Lucrèce, que voilà, vous voyez, un peu avant le début de notre ère, et il a repris la question de Démocrite en la formulant d'une manière très moderne finalement. Alors que l'espace infini est ouvert de tous les côtés, on ne peut en aucun cas penser que ce seul globe de la Terre et ce ciel ont été les seuls à se produire, surtout quand ce monde a été fait par des causes simplement naturelles et sans but. Alors sans but, avec but, bon, ça peut se discuter, disons que c'est une question philosophique, et sa conclusion est intéressante. Pour cette raison, il nous incombe irrésistiblement d'admettre qu'il existe, comme dans le présent monde, pour lui le monde c'est la Terre, d'autres combinaisons de matière. Nous sommes une combinaison de matière, les molécules, les êtres vivants, dans d'autres endroits que contient l'éther. L'éther, c'est une façon de parler de l'espace dans son immense étreinte. C'est beau, c'est écrit en latin, bien sûr, c'est très poétique, et ça affirme, sans preuve évidemment, qu'il existe d'autres mondes, d'autres terres, d'autres lieux dans lesquels la matière a des combinaisons. Alors, ce rêve, cette problématique, ce point d'interrogation, a traversé 20 siècles d'histoire. Il les a traversés sous une forme un peu fantasmée, une forme hypothétique, puisqu'on n'avait rien de concret à se mettre sous la dent. Par exemple, Cyrano de Bergerac, donc l'écrivain, le poète, qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, écrit dans ce livre « Les États et empires de la Lune ». Alors lui, il s'intéresse à l'environnement immédiat de la Terre, et il imagine qu'on peut y aller voir et voir les habitants.
la fin du XVIIIe siècle, un autre penseur, Fontenelle, écrit un entretien sur la pluralité des mondes. Vous voyez, la pluralité des mondes, c'est la même idée que celle de Lucrèce, c'est il y a un grand nombre de mondes comme la Terre, différents, avec éventuellement habités. Évidemment, Fontenelle, dans ses entretiens, toujours sans aucune preuve, écrit les étoiles fixes parce que par rapport aux planètes, évidemment, elles tournent en apparence avec le mouvement de la Terre, hein, que les étoiles fixes sont autant de soleils dont chacun éclaire un monde. Donc, c'est un peu formulé de manière un peu plus claire, autour de ces innombrables étoiles que nous voyons dans le ciel la nuit, eh bien, il y a des mondes, autrement dit, des planètes. La question est posée, et puis le rêve continue, et j'ai mis cette image que vous connaissez tous, objectif lune, en bas de la page. Alors revenons maintenant à ce que nous dit la science. La science, l'astronomie, la connaissance de cet univers d'abord proche, le système solaire. Alors vous voyez ici les 8 planètes qui sont reconnues comme des planètes, c'est-à-dire des objets assez gros. Hein. Vous voyez par exemple Neptune, Pluton qui est à peu près ici, hein, et avec Charon, hein, et pas représentée parce qu'on lui a enlevé le statut de planète, parce qu'on a trouvé qu'elle était trop petite, on a dit c'est une planète nette. Bon, peu importe les détails, la figure n'est pas vraiment à l'échelle. Il y a une valeur qui est importante, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, hein, et ça s'appelle, pour les astronomes, pour avoir une unité un peu maniable, pas avec beaucoup de zéros, une unité astronomique. Voilà, et on va beaucoup entendre parler de cette unité parce que c'est notre métrique à l'échelle du système solaire ou des systèmes planétaires. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est pas à l'échelle, hein, il s'étend jusqu'à à peu près ici l'orbite de Neptune, 40 unités astronomiques. Voilà, ça nous donne à peu près la taille d'un système, le seul qu'on ait connu, hein, pendant très longtemps, d'un système planétaire. Et ces planètes ont été explorées, ce n'est pas mon sujet de vous raconter l'exploration extraordinaire qui s'est déroulée grâce aux sondes spatiales qui se sont approchées d'elles, qui ont été multipliées, qui ont été les photographiées de près, parfois se poser sur elles, comme sur Mars. Là vous avez une très belle image d'une tempête d'équinoxe sur Saturne, avec, vous voyez, des gigantesques turbulences. Il ne serait pas bon voler en avion dans ce nuage turbulent sur Saturne. Bon, l'anneau de Saturne que vous connaissez bien est ici vu absolument par la tranche. Vous voyez à combien il est mince, puis comme il est éclairé un petit peu par en dessus, parce que le Soleil n'est pas dans le plan de l'anneau pour cette position de la planète, eh bien vous voyez l'ombre de l'anneau sur la surface nuageuse, puisque c'est une planète gazeuse, l'ombre de l'anneau, et puis vous voyez que cet anneau présente des divisions très fines. Rappelez-vous bien la structure de cet anneau, nous retrouverons tout à l'heure des anneaux dans des conditions très très différentes. Voilà, donc ça c'est pour dire que notre système solaire, il est connu parce qu'on est allé voir de près, ce qu'évidemment on ne va pas pouvoir faire pour des systèmes planétaires beaucoup plus loin. Voilà une autre exploration, c'est un atterrissage qui a fait beaucoup de bruit, vous vous en souvenez sans doute, il y a 5 ans, sur le noyau d'une comète par une sonde qui s'est posée sur le noyau de cette comète, au nom un petit peu compliqué parce que les comètes ont toujours le nom de la personne qui les a découvertes, les premiers. Hein. Et comme c'était ces amateurs astronomes russes, eh bien, la comète porte leur nom. Alors, pour finir avec le système solaire, parce que nous allons le quitter maintenant, voilà 4 images qui sont des zooms successifs, vous voyez. Donc, on vient de regarder le système solaire intérieur, on a ici l'orbite de Neptune, l'orbite de Mars, l'orbite en vert de la Terre, ici l'orbite des gros astéroïdes hein, qui tournent entre Mars et Jupiter, voilà. Et puis, si maintenant on fait un zoom en s'éloignant, hein, voilà à nouveau la partie centrale qui était à gauche,
voyez, on trouve cette fois les orbites de Saturne, Uranus, Neptune, celle de la planète naine Pluton, que voilà, hein, qui a été photographiée de près, le 14 juillet 2015. Et puis, à nouveau, on peut refaire ce zoom arrière. Alors voilà maintenant, et on voit qu'il y a des objets dans ce système solaire lointain, bien au-delà de l'orbite de Neptune, qui est ici en violet. Hein. Par exemple, cet objet qui s'appelle Sedna, hein, et qui, contrairement aux autres, a une orbite extrêmement elliptique. Ça, c'est la mécanique céleste qui permet des orbites presque circulaires ou rigoureusement circulaires, mais aussi des orbites très allongées. Et puis, on peut encore continuer. Hein, et alors, on est très loin maintenant du Soleil, qui est au centre ici, et on a cette espèce de nuage qui est le reste de la formation du système solaire. Alors, il n'a pas encore été exploré en y envoyant des sondes spatiales, parce que c'est très loin, il faudrait beaucoup d'énergie pour y aller, hein, mais on sait que c'est le réservoir des comètes. Les comètes, elles échappent à ce nuage, et de temps en temps, elles viennent frôler le Soleil. Donc voilà notre image du système solaire. Et pendant longtemps, et très précisément jusqu'à 1995, ce système planétaire était le seul que l'on connaissait. Et la question de Lucrèce ou la question de Gauguin demeurait avec un point d'interrogation. Et puis, tout d'un coup, après beaucoup d'années de recherche infructueuses, un champ immense s'est ouvert. Et c'est de ce champ que je vais vous parler. Alors, pour vous donner un peu l'ampleur de ce champ, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Hein. Où les cherche-t-on? Pas trop loin. Hein. On les cherche autour d'autres étoiles. Et ces étoiles, on va les prendre à une distance telle qu'on soit capable, avec nos instruments, nos télescopes, de regarder et de distinguer la présence ou l'absence de ces planètes. Donc cette zone, elle est toute petite, elle est ici, voilà le Soleil. Alors, ceci est une photographie d'une autre galaxie que la nôtre, puisque nous, on est dans la Voie lactée, on ne peut pas la voir de l'extérieur, mais on sait que cette galaxie nous ressemble beaucoup à la nôtre. Et par chance, on la voit de face. Donc, on peut se dire, si on était dans cette galaxie qui ressemble beaucoup à la nôtre, où serait le Soleil? Il serait ici, hein, à peu près à 2/3 de la dimension de la galaxie. Et donc, nous sommes le Soleil, nous sommes ici, ces bras spiraux, c'est ce qui donne l'aspect de la Voie lactée dans le ciel, et nous allons explorer un voisinage du Soleil qui est marqué par ce cercle, donc vous voyez tout petit par rapport à la taille de la galaxie, mais suffisamment proche pour qu'on puisse y voir des détails sur les objets qu'on observe, et il fait à peu près 3000 années-lumière de diamètre. Donc tout à l'heure, on était à quelques minutes pour le Soleil, ou à quelques heures-lumière, vu de la Terre, des objets du système solaire. Et bien maintenant, on va être à plutôt un millénaire d'années-lumière, et on va explorer ce volume. Donc tous les systèmes que je vais vous montrer maintenant, ils sont compris à l'intérieur de ça. On a toutes les raisons de penser que cet échantillon est un bon échantillon de l'ensemble, et que ce que nous trouvons dans l'échantillon, si l'échantillon était là, ou là, ou là, ça serait probablement la même chose. Et quand on dit probablement, on peut même dire une probabilité. Est-ce que c'est 50% de chance que ce soit pareil, 99,999? Bon, on pourra répondre à cette question. Alors, le moment décisif s'est déroulé à l'Observatoire de Haute-Provence par une équipe suisse de 2 personnes avec un instrument construit en France à l'Observatoire de Marseille qui a étudié le mouvement apparent d'une étoile. Et ce mouvement apparent est perturbé, et je vais vous montrer, par la présence d'une planète autour de cette étoile. Donc c'est ce qu'on appelle une méthode indirecte. En 1995,
à l'Observatoire de Haute-Provence, qui se trouve près de Manosque, dans le Luberon. On n'a pas photographié directement une planète, mais pour la première fois, on a eu la preuve de l'existence d'une planète. Et puis, nous reviendrons tout à l'heure sur la méthode. Et puis, évidemment, après cette première preuve, tous les astronomes du monde se sont mis au travail pour chercher s'il y en avait d'autres ailleurs. Et parmi les différentes méthodes imaginées pour chercher, nous en verrons un exemple aussi, eh bien, un des rêves a été de faire l'image d'une planète. C'est-à-dire non plus une méthode indirecte, dire le mouvement de cette étoile me dit qu'elle doit avoir une planète, mais de dire je veux une photographie sur laquelle je vois l'étoile et la planète. Cette photographie, la voilà. C'est la première photographie d'une planète. Elle a été obtenue par Anne-Marie Lagrange, qui est une astronome à l'Observatoire de Grenoble, qui a été mon étudiant, donc j'ai toujours été très fier de ce résultat qui évidemment l'a fait connaître dans le monde entier, hein, puisque c'est la première photographie d'une exoplanète à côté de son étoile. Alors évidemment, vous voyez qu'on a des grosses tâches, parce que l'instrument, il conserve du flou. Nous reparlerons du flou dans un instant. Et la distance entre cette planète et l'étoile, d'abord, je devrais parler de la distance à la Terre. C'est une vingtaine d'années-lumière. Je ne l'ai pas mis ici, donc c'est pas... Non. 70 parsec, ça fait... Non, 200 années-lumière. Hein. Donc, c'est à 200 années-lumière de la Terre. Rappelez-vous tout à l'heure, le cercle, il faisait 3000 années-lumière de diamètre. Hein. Donc, on est quand même assez proche de la Terre. Hein. Et la séparation entre les deux est petite, mais l'instrument permet de voir que cette planète est là. Et tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres images. C'est une grosse planète. On a pu déterminer sa masse. Elle fait à peu près 5 fois la masse de Jupiter. Vous voyez, vous avez vu Saturne qui est plus petite que Jupiter, donc c'est une planète très grosse, et c'est parce qu'elle est très grosse et gazeuse que l'on peut l'observer. Mais voilà la première photographie, et vous voyez qu'il y a des femmes astronomes qui font aussi bien, et même mieux ici, que les hommes. Alors, je n'ai pas eu le temps de refaire le graphique des découvertes depuis 1995, et j'ai pris un graphique qui est un peu ancien, puisqu'il date de 2017, c'est presque 2 ans. Hein. Vous voyez qu'en 2017, on avait trouvé dans ce rayon autour du Soleil 3558 exoplanètes. Alors on les appelle exoplanètes pour bien marquer qu'elles sont autour d'autres étoiles que les planètes du système solaire. Hein. Aujourd'hui, on en a plus de 4000. Hein. Donc, chaque mois, chaque année, on en découvre, on en découvre, on en découvre. Et on a plusieurs méthodes de découverte. Alors, vous voyez que 1995, la première est ici. Elle s'appelait 51 Pégase, parce qu'elle est dans la constellation de Pégase. Et puis, au fur et à mesure, les méthodes s'améliorent. Et puis, on finit dans les dernières années, là c'était l'année 2007, si on avait 2017-2018, par avoir, en un an, vous voyez, on a plus de 1500 nouvelles planètes détectées. Donc, la première réponse au point d'interrogation, c'est que des mondes, il y en a partout dans l'univers. Il y en a partout dans notre galaxie, ou au moins il y en a partout dans cette petite bulle qui entoure la Terre et qui n'a rien de spécial par rapport à une bulle qu'on mettrait ailleurs dans la galaxie. Il y en a partout. Et on a pu déterminer aussi que quelquefois on a un système multiple. Au lieu d'avoir une planète, on en a 2, 3, 4 autour de la même étoile. On verra quelques exemples. Bon, je passe sur les angles. Vous voyez, le principe, c'est on a la planète, l'étoile, et puis elles sont toutes proches, évidemment, donc cet angle est tout petit, hein,
Et cet angle est tout petit. Si la planète est à 30 années-lumière à peu près, et si la séparation entre l'étoile et la planète est de 10 fois la distance Terre-Soleil, eh bien cet angle c'est 1 seconde d'angle, 1 seconde d'arc. Hein. Vous connaissez les mesures d'angle, c'est un angle tout petit, 1 seconde. Hein. Donc c'est techniquement difficile de les détecter. Alors, une des découvertes vraiment importantes, elle est dans le mot diversité. Dans le système solaire, en gros, on a les planètes gazeuses, comme Jupiter, Saturne ou Neptune, et les planètes rocheuses, comme la mer, comme la Terre, Mars ou Vénus, qui ont une surface solide sur laquelle nous sommes ici. Hein. Eh bien, cette catégorie est très générale, mais à l'intérieur de chacune de ces catégories, on a des objets extrêmement divers. Vous voyez, par exemple, si on regarde la masse de ces planètes, hein, eh bien, ça c'est la masse de Jupiter, hein, la masse de la Terre est ici, ça c'est plus petit que la Terre, et vous voyez, on a un nuage de masse, toutes les masses possibles. On a des grosses, des moyennes, des petites. Hein, et il y en a probablement beaucoup plus par ici. Mais évidemment, plus elles sont petites, moins elles sont massives, plus elles sont difficiles à détecter. Donc c'est assez normal, c'est ce qu'on appelle un biais de mesure. Hein, on en trouve beaucoup ici, parce qu'elles ont des masses importantes et qu'elles sont faciles à détecter, et puis qu'ici on en trouve moins. Mais progressivement, avec l'amélioration des méthodes de mesure, on en trouve de plus en plus. Une autre chose que je vous fais remarquer sur ce diagramme, c'est que en abscisse, ici, on a porté la période, l'année, si vous voulez, 365 jours pour la Terre. Et on l'a porté en jours terrestres, hein, pour avoir une comparaison facile. Vous voyez, la Terre, elle est à 365 ici, entre 100 et 1000. Hein. Jupiter, il est à 17 ans à peu près, donc il est ici. Hein. Et vous voyez que beaucoup de ces planètes ont des années très courtes, des années d'une journée, des années de quelques jours, hein, et même parfois des années de moins d'une journée. Ça veut dire qu'elle fait le tour de l'étoile en moins d'une journée. Alors, imaginez la vitesse, ça veut dire aussi qu'elle est très proche de l'étoile, puisque pour être sur une orbite aussi rapide, il faut être très près de l'étoile, il faut une force d'attraction très importante. Donc ça, c'est un exemple de la diversité, parce que, imaginez une planète qui est qui tourne en quelques jours, c'est le cas de la première qui a été découverte, hein, son année dure 4 jours et demi, 51 Pégase, hein. Eh bien, elle est si proche de l'étoile que la température de sa surface est extrêmement élevée, ça va être plus de 1000 degrés. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface, il n'y a que de la vapeur d'eau, hein. C'est beaucoup plus chaud encore que l'atmosphère de Vénus. Et puis comme il y a un côté qui regarde l'étoile et un côté qui regarde dans la nuit, qui est opposé à l'étoile, ben, il y a des différences de température très importantes entre les deux côtés, donc des vents gigantesques qui balayent l'atmosphère entre le côté jour et le côté nuit. Et puis après, eh bien, si elle tourne ou si elle ne tourne pas sur elle-même, etc. Et une immense diversité. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à explorer, beaucoup plus nouveau que n'a été, en un sens, mais la nouveauté est toujours la nouveauté, que n'a été la découverte de l'Amérique après Christophe Colomb, ou l'exploration de la planète Mars avec les petits robots depuis 10 ans. On a un immense monde qui n'est pas si loin de nous, qui s'offre dans sa diversité. Je vous ai dit tout à l'heure que la première exoplanète, celle de 1995, a été découverte par une méthode indirecte. Quelle est cette méthode? Bien, vous voyez, quand on a un couple étoile-planète, eh bien en fait, la planète tourne autour de l'étoile, mais en réalité, la mécanique céleste nous dit que l'une et l'autre tournent autour de leur centre de gravité, qui est le centre de ce cercle, et qui, lui, est fixe. Donc, oublions la planète que nous ne sommes pas capables, en 1995, de voir. Vous voyez il suffirait de regarder le mouvement de l'étoile. Et que ce mouvement peut nous dire qu'une planète est autour. Alors,
il est néanmoins très très petit sur le ciel. C'est un angle difficile à mesurer. Maintenant, on sait un peu mieux mesurer ces angles-là. Mais le mouvement de l'étoile se traduit dans son spectre. Vous savez ce que c'est qu'un spectre? Voilà le spectre d'une étoile, avec des raies qui caractérisent les éléments chimiques qui sont sur cette étoile. Et lorsque l'étoile se rapproche de nous, le spectre se décale vers le bleu, c'est ce que vous voyez ici, et puis un demi-tour plus tard, elle s'éloigne de nous et il se décale vers le rouge. Donc, il y a régulièrement une oscillation de ce spectre qui permet, si elle est mesurée, et elle peut être mesurée, de dire il y a une étoile et de dire la masse de cette étoile. Il y a une planète, pardon, et de dire la masse de cette planète. Voilà, ça c'est la méthode de la découverte. Et puis il y a une deuxième méthode qui est extraordinairement fructueuse, complémentaire d'une certaine manière, c'est que l'orbite que la planète a autour de l'étoile, évidemment c'est le hasard qui détermine l'orientation de cette orbite par rapport à la Terre. Et dans les centaines ou milliers d'orbites que nous observons, certaines d'entre elles, nous les voyons exactement par la tranche, au hasard. Et quand on les voit par la tranche, eh bien à chaque tour, la planète va passer derrière l'étoile et va disparaître, ou va passer devant l'étoile et va affaiblir la lumière de l'étoile. Elle va l'affaiblir d'une certaine quantité qui est petite, quelques millièmes, ou quelques 10 millièmes si elle est aussi petite que la Terre, ou même quelques pourcents si elle est aussi grosse que Jupiter. Et ça, c'est tout à fait mesurable. Et c'est un satellite qui vient de cesser son activité, que la NASA a envoyé en 2009, qui s'appelait Kepler, qui a accumulé des découvertes de milliers d'exoplanètes. Et les catalogues qui ne sont pas encore dépouillés encore des observations de Kepler, qui étaient dans l'espace, qui n'étaient pas gênés par l'atmosphère terrestre, sont extrêmement riches de découvertes encore à venir. Et c'est Kepler en particulier qui a beaucoup contribué au diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Ces deux méthodes sont des méthodes indirectes. Et on voudrait bien développer une méthode directe où, sur une photographie, on voit la planète comme la première observation. Et là, c'est ce que j'appelle une histoire de flou, pas une histoire de fou, une histoire de flou, hein, c'est que les images sont floues. Alors, je ne peux pas vous raconter cette longue histoire de flou, mais je viens de publier un livre qui va sortir la semaine prochaine, hein, qui s'appelle « Une histoire de flou », qui est fait pour des lecteurs, en particulier des lycéens. Donc, si ça vous amuse, demandez à la bibliothèque d'acquérir ce livre et vous pourrez le lire. Il vous raconte à peu près 50 ans, les 50 dernières années, d'une histoire de flou qui a permis de faire ce que je vais vous montrer maintenant. Parce que voilà une photographie d'un amas d'étoiles qui s'appelle les Pléiades, un bel amas du ciel d'hiver. Isolons une étoile dans ce champ et espérons, avec un télescope, augmenter le grossissement. Eh bien, on peut augmenter le grossissement, on ne va pas voir de détails supplémentaires autour de l'étoile. Pourquoi? Il y a plusieurs effets, je ne vais pas trop développer, mais il y en a un qui est particulièrement grave, c'est celui qui fait scintiller les étoiles. C'est très poétique, la nuit d'été, de voir scintiller des étoiles dans le ciel, leur éclat varie doucement. Pourquoi? Eh bien parce que la lumière qui vient de l'étoile et qui arrive à notre œil a traversé l'atmosphère de la Terre qui est très inhomogène. Il y a des zones un peu plus chaudes, d'autres un peu plus froides. Vous avez un autre exemple de cette inhomogénéité de l'atmosphère de la Terre. Vous êtes à la campagne, vous êtes assis là tranquillement, et puis il y a un avion qui passe très haut dans le ciel. Et vous écoutez l'avion, et au lieu d'avoir un son bien continu, puis qui va aller en diminuant, vous entendez des fluctuations. Et ces fluctuations sont d'autant plus grandes que le temps est mauvais, qu'il y a des nuages. C'est parce que le chemin de l'onde sonore qui vient de l'avion et qui arrive à votre œil est un chemin irrégulier. Tantôt, l'énergie sonore est concentrée sur votre oreille, et tantôt, elle est au contraire dispersée. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la lumière.
dans l'atmosphère de la Terre, elles scintillent, et ça donne le flou des images astronomiques. Voilà une image astronomique donnée par un grand télescope, par rapport à l'image idéale que le même télescope donnerait s'il était mis à l'extérieur de l'atmosphère de la Terre. Et ça, c'est un problème que les astronomes rencontrent depuis Galilée. Depuis qu'on a fait des lunettes astronomiques, la présence de l'atmosphère donne du flou aux images. On n'arrive jamais, on peut dire, en utilisant un terme contemporain que vous connaissez bien, les images astronomiques sont floutées par l'atmosphère. Mais ça, c'est pas pour respecter le droit à l'image des étoiles, hein. C'est simplement inévitable, et si on veut se débarrasser de ça, il faut aller au-dessus de l'atmosphère. Et comme on veut beaucoup de détails, il faut des télescopes de grande taille, et aller au-dessus de l'atmosphère avec des télescopes de grande taille, eh bien, ça coûte très cher pour faire un instrument. Alors, dans les années récentes, une vingtaine d'années, eh bien, nous avons inventé une méthode pour déflouter les images astronomiques. Elle a un nom, ça s'appelle l'optique adaptative, je ne vais pas vous le détailler, il y a une application en ophtalmologie qui a été citée tout à l'heure par Claire, peu importe, mais maintenant on a des images qui sont pratiquement celles que donnera un télescope en dehors de l'atmosphère. Et il y a encore quelques petites perturbations. Donc, c'est une technique qui permet, comme ça a été montré lors de cette première image, de séparer, au lieu d'avoir le flou de l'image de l'étoile qui va être énorme et remplir toute la figure, hein, eh bien, ce flou a disparu. On a fait disparaître l'effet de l'atmosphère. On a une étoile, on a une image de l'étoile qui est la meilleure que le télescope peut donner. Si le diamètre du télescope était plus grand, cette tache serait plus petite, mais elle est réduite à une taille qui permet de discerner la planète, qui elle-même a un flou résiduel, qui est le flou dû au télescope. Alors, je vais vous montrer une belle application de cette instrumentation, de ce principe, qui a été obtenu par Anne-Marie Lagrange, voilà, depuis maintenant une dizaine d'années, sur une étoile qui s'appelle Beta Pictoris. Et sur sa planète, alors l'étoile c'est A, parce que c'est ce qu'on voit, et puis si elle a une planète, on va l'appeler B, avec le nom de l'étoile. Si elle en a deux, on les appelait B et C, vous en verrez tout à l'heure, beaucoup plus. On fait un zoom sur la position, et puis vous voyez la planète. Alors l'image n'est pas parfaite, vous voyez qu'il reste des petits défauts, on a caché l'étoile, hein, et vous voyez que la planète est passée de l'autre côté. Voilà, alors là c'est un peu accéléré, vous voyez les années qui passent. Vous voyez, donc on voit ce disque par la tranche, et vous avez ici, et pour vous donner l'échelle, vous voyez, ça c'est l'orbite de Saturne. Donc cette planète, elle va plus loin de son étoile que Saturne n'est du Soleil. C'est donc une grosse planète, à peu près 5 fois la masse de Jupiter. Elle est à 60 années-lumière de la Terre. Hein. Elle tourne autour de son étoile en 20 ans. Donc elle a été découverte vers 1998. Donc vous voyez qu'on va avoir presque une orbite complète. On la voit par la tranche, donc elle passe derrière l'étoile. Hein. Et sa journée est de 8 heures. Donc on sait, elle tourne sur elle-même. Nous, notre journée est de 24 heures. Sa journée est de 8 heures. Vous voyez qu'on peut mesurer un certain nombre de propriétés intéressantes. Et il y en a beaucoup d'autres. Voilà, un bel exemple de système planétaire. Alors, j'ai mentionné la diversité de ces objets. Et évidemment, une des premières questions qu'on se pose, c'est de quoi sont-ils faits? Est-ce qu'ils sont faits comme la Terre? Ou comme Jupiter? Et là, c'est une question à laquelle on peut essayer de donner une réponse grâce
au transit. Parce que je vous ai dit que le mouvement de la planète autour de l'étoile, tel que celui qu'on vient de le voir, permet de donner sa masse. Et puis quand elle passe devant l'étoile, si jamais l'orientation est bonne, eh bien, elle fait baisser la lumière de l'étoile, et ça dépend de sa surface, si elle cache un petit peu ou beaucoup de lumière. Donc si on a sa surface, on a évidemment son rayon, donc on a son volume, on a sa masse, on a son volume, donc on peut calculer sa masse volumique, sa densité. Et on peut comparer cette densité à la densité d'autres corps, comme les roches, l'eau liquide, et voilà la comparaison. Si la planète était faite entièrement de fer, eh bien voilà ce que serait sa masse en fonction de ses rayons. Si elle était faite avec des roches, voilà. Si elle était uniquement faite d'eau, si c'était une goutte d'eau, hein, une grosse goutte d'eau, elle serait là. Si elle était uniquement du gaz d'hydrogène, comme Jupiter, hein, elle serait ici. Hein. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les planètes qu'on observe, en voilà un certain nombre, par rapport à ces différentes hypothèses. Et vous voyez que voilà ici une planète qui a 10 fois la masse de la Terre, à peu près. Hein. Elle a 2 fois le rayon de la Terre. Donc c'est très intéressant. On a là des planètes qui nous ressemblent en masse et en rayon. On en a trouvé déjà. Hein. Et vous voyez que, eh bien, elle tombe sur la courbe, entre la courbe roche, la courbe eau et la courbe fer. Donc on peut dire, vraisemblablement, ces objets-là, comme la Terre, ils ont un noyau métallique, du fer ou du fer et du nickel, dans le cas de la Terre. Ils ont une surface rocheuse, qu'on appelle la lithosphère pour la Terre, et puis ils ont probablement des océans, on reviendra sur l'eau liquide, hein, puisqu'ils se trouvent dans cette zone-là. Vous voyez qu'avec cette simple combinaison de 2 mesures relativement élémentaires, hein, la période liée à la masse et le transit, dans le cas favorable, lié au diamètre, on a déjà une indication indirecte, mais très intéressante, sur la composition de ces mondes. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, comme ça, au fil du discours. Parmi toutes les étoiles qui sont dans la bulle qui entoure le Soleil, ben, il y en a une qui est plus près que les autres. Vous connaissez sans doute son nom. Elle s'appelle, elle est dans la constellation du Centaure, qui est une constellation de l'hémisphère sud. Belle constellation. Si vous voyagez dans l'hémisphère sud, vous verrez cette constellation la nuit, très belle. Et c'est là que se trouve l'étoile la plus proche de la Terre, qui est à 4,5 années-lumière. Hein, donc pour y aller, c'est quand même un peu de temps pour la lumière. Hein, et qui s'appelle Proxima du Centaure, parce que Proxima, ça veut dire la plus proche en latin. Hein. Donc, Proxima du Centaure, en fait, il y a un système double, hein, Alpha Centauri. Hein. Ce sont 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. La voilà représentée dans le ciel. Vous voyez, on est dans l'hémisphère sud. Voilà la croix du sud. Hein. Voilà la constellation du Centaure qui tourne autour donc, du pôle sud. Et Proxima du Centaure a une exoplanète qui a à peu près 1,5 fois la masse de la Terre. Donc, à côté de nous, il y a une étoile, hein, qui a une planète qui ressemble à la Terre. Elle n'est pas la seule, hein, je vous l'ai montré à l'instant. Alors, voilà, ah ben si, voilà ce que je cherchais. Hein. Donc, celle-ci est très intéressante. Voilà le découvreur, vous voyez, c'est un jeune astronome portugais, travaillant en Angleterre. Tout ça est fait, évidemment, à l'échelle internationale. Et voilà la planète Proxima b, hein, dont la masse est de l'ordre d'1,3 fois la masse de la Terre. Mais elle est très près de son étoile. Elle tourne en 11 jours. Hein, et avec un 20e de la distance Terre-Soleil. Hein. Mais l'étoile est très peu brillante. Donc en réalité, voilà l'étoile. Hein. Là, on serait du côté du Soleil. Donc si on met là, voilà, si le Soleil était là, l'orbite de Mercure serait ici. Vous voyez, donc elle est beaucoup plus près de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Les conditions de température à la surface de Mercure sont épouvantables. Hein. Mercure n'a pas d'atmosphère, il fait tellement chaud qu'elle est évaporée. Hein. Et ce n'est pas le cas ici, parce que l'étoile est très froide.
beaucoup plus froide que le Soleil. Et donc, bien que l'orbite de Proxima b, la planète, soit beaucoup plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, eh bien, l'eau liquide peut exister à la surface de cette planète. Et cette existence d'eau liquide est intéressante parce que si elle était encore plus près de l'étoile, la température dépasserait 100 degrés et l'eau se vaporiserait. Si elle était beaucoup plus loin que l'étoile, de ce côté-là, la température descendrait en dessous de 0 degré et tout serait gelé à la surface de la planète. Mais il y a une zone intermédiaire qui est ici en vert, dans laquelle la température de surface est comprise entre 0 et 100 degrés. Vous voyez, tout ça c'est de la physique très élémentaire, hein, de la vie quotidienne. Hein, et l'eau liquide peut exister à la surface de cette planète. Évidemment, nous nous intéressons beaucoup à l'eau liquide, parce que l'eau liquide, nous le savons sur Terre, c'est la condition de la vie telle que nous la connaissons. Donc, si nous cherchons à long terme la vie dans ces exoplanètes, eh bien, celles qui peuvent posséder de l'eau liquide, et qui vraisemblablement en possèdent, parce que l'eau est très abondante dans l'univers, eh bien, sont celles sur lesquelles on va porter d'abord son attention. Et vous voyez que Proxima b est dans cette zone verte qu'on appelle, avec un nom qui peut prêter à ambiguïté, mais qu'il faut bien comprendre, la zone habitable. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est habitée, hein, mais ça veut dire qu'elle pourrait être habitée par une forme de vie ressemblant à la nôtre. Ça ne prouve pas qu'elle existe, bien sûr, hein, mais c'est là qu'il faut chercher. Donc pour les planètes de type terrestre, on en a un certain nombre, hein, on va s'intéresser à celles qui sont à la bonne distance de leur étoile, dans la zone habitable. Voilà. Alors, évidemment, Proxima b fait rêver. Hein. Voilà une vision d'artiste de la surface de la planète Proxima b. Vous voyez que elle est... Alors, en fait, le système d'étoiles est un système triple. Hein. Il y a A et B, Alpha Centauri, et puis l'étoile la plus proche qui s'appelle Proxima Centauri, et tout ça tourne les uns autour des autres. Vous voyez, le spectacle du ciel le soir doit être assez joli, hein, ou le jour, hein, sur cette planète qui a très vraisemblablement une atmosphère, hein, et puis une surface sur laquelle on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle est rocheuse pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors là, on peut rêver, et il faut rêver, sur ces paysages. Alors, il y a évidemment des gens qui rêvent plus que d'autres, hein, et qui rêvent d'y aller. Alors, je vous ai dit 4 années-lumière. C'est pas impensable de mettre une petite webcam sur une grande voile solaire, très légère, hein, et le tout pesant quelques kilogrammes, hein, et d'accélérer cette voile solaire en soufflant dessus avec de la lumière, si je puis dire, c'est-à-dire avec de puissants lasers. Et il n'est pas absurde de penser qu'on peut accélérer cette voile depuis la Terre, mise dans l'espace évidemment, dans la direction de cette étoile à des vitesses qui soient de l'ordre du 10e de la vitesse de la lumière. Alors ça fait quand même 30 000 km par seconde, hein, donc ça fait très vite. Hein, ou le 20e, 15 000 km par seconde. Mais vous voyez que 4 années-lumière au 10e de la vitesse de la lumière, c'est un voyage de 40 ans. Bon, ça veut dire qu'on lance l'objet et puis que c'est la génération suivante qui reçoit les données. Hein. Alors évidemment, les images photographiées de près, elles vont encore mettre... Alors là, le signal radio se propage à la vitesse de la lumière, donc les images vont mettre 4 ans à nous revenir. Bon, les images de Mars mettent 1 heure à nous revenir, les images prises aux extrémités du système solaire, vers Pluton ou au-delà, mettent quelquefois 2 heures, 3 heures à nous revenir. Hein. Donc on a l'habitude de cet écart de temps qu'introduit la vitesse de la lumière. Là, ce sera 4 années. Donc c'est un projet qui coûte très cher, hein, qui ne se fera pas demain matin, hein, mais vous voyez, ça s'appelle Starshot Initiative, hein, et il y a des gens qui commencent à réfléchir sur une mission
pour aller photographier de près Proxima Centaurus b. Un autre système, c'est un résultat obtenu par une petite équipe belge. Eux, ils ont décidé de pousser la technique au maximum en s'intéressant au transit. Et quand on s'intéresse au transit, c'est-à-dire à une planète qui passe devant son étoile, en faisant baisser la lumière de l'étoile, on n'a pas besoin d'un très grand télescope si l'étoile est brillante. En fait, ils ont utilisé deux petits télescopes de 60 cm. 60 cm, c'est des télescopes d'amateurs. Hein. Si parmi vous, ou parmi vos amis, vous connaissez des amateurs astronomes, ils ont des télescopes de cette taille-là. Mais évidemment, il faut prendre beaucoup de précautions en se mettant sur une montagne, en se mettant avec un système très automatisé, très soigné. Et ils ont découvert un système qui s'appelle TRAPPIST et qui a, alors c'est magnifique, vous voyez, vous avez ici la comparaison entre le système TRAPPIST et le système solaire intérieur. Les planètes rocheuses, nous en avons 4, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Hein, et le système TRAPPIST en a 7. 7, dont chacune est déterminée sur son orbite avec sa masse, sa taille. Alors évidemment, les détails de surface, ça c'est pas encore quelque chose qu'on sait regarder, hein, c'est juste pour marquer qu'elles sont probablement différentes. Hein. Et vous voyez qu'on a maintenant un véritable système qui ressemble au système solaire. L'étoile est très froide, hein. La distance c'est 40 années-lumière, donc c'est à peu près 10 fois plus loin que Proxima du Centaure. Hein. Et c'est un vieux système. Certains des systèmes planétaires que je vous ai montrés, qu'on sait dater, ont quelques millions d'années. Donc ils sont contemporains de l'émergence de l'Homo sapiens sur Terre. Hein. Celui-là est beaucoup plus ancien, il a 500 millions d'années, il est plutôt contemporain du début de l'ère primaire sur Terre. Donc il y a toute la gamme de temps. Et puis on en voit, et ça va être ma conclusion avant qu'on passe aux questions, on en voit même en train de se former. Le disque de la planète Beta Pictoris. Hein, Beta Pictoris, c'est celle dont on a vu l'orbite, hein, qui se déplaçait là, vous la voyez ici. On a évidemment caché l'étoile, qui est 10 millions de fois plus brillante que la planète, donc qui nous aveuglerait totalement. Mais vous voyez que ce disque, il est vu, la trajectoire est vue par la tranche, on a vu la planète faire ce mouvement-là tout à l'heure, mais il y a un disque qui contient en fait de la poussière. Ce que nous voyons là, c'est le rayonnement infrarouge de la poussière du disque. Et notre système solaire contient aussi de la poussière. C'est la poussière et le gaz associé, qui est de l'hydrogène essentiellement, qui sont les matériaux à partir duquel se sont formées les planètes. Voilà l'image d'un disque où nous pensons, et on est tout près de la voir, nous pensons que des planètes sont en train de se former dans ce disque. Alors, ce disque, il a été observé par un autre instrument, qui est très beau aussi, qui est au Chili, qui est un radiotélescope. Donc c'est une technique d'observation différente, hein, autour d'une étoile qui s'appelle HL Tauri. Hein, et voilà le disque vu en plus gros. Et ce que vous remarquez, c'est que c'est comme un micro-sillon. Hein. Il y a des sillons dans ce disque qui sont vides de matière. Et il y en a plusieurs, hein, on en compte 8 ou 9 sur cette image-là. Hein. Et pourquoi y a-t-il de la matière ici, c'est-à-dire de la poussière et du gaz qui tournent autour de l'étoile, qui est là, hein, et n'y en a-t-il pas ici, et n'y en a-t-il pas là, et pas là? Eh bien, l'explication la plus solide, c'est que une planète est en train de se former dans ce disque en rassemblant de la matière tout en tournant autour de son étoile. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'accrétion, d'accumulation, un gros grumeau qui se forme par attraction gravitationnelle, la même force qui fait tomber une pierre sur le sol, sur Terre. Et ceci nous montre un tout jeune disque, hein, il a 1 million d'années, je crois. Hein. Alors, 450 années-lumière du Soleil, vous voyez, on est toujours à l'intérieur de la bulle,
le diamètre 70 unités astronomiques, on est tout à fait dans la taille de la distance, vous voyez, on a 35 unités astronomiques, c'est la distance de Neptune, donc on a à nouveau un disque qui ressemble à ce qu'a probablement été le système solaire au moment de la formation des planètes, il y a 4 milliards 700 millions d'années à peu près. Et cette formation est très rapide. Tout nous indique qu'en peut-être 1 million d'années, peut-être moins, 500 000 ans, eh bien, les planètes sont formées et le disque va peu à peu disparaître et laisser la place à un beau système comme celui de TRAPPIST, où on ne voit plus de disque. Et puis, Beta Pictoris, ici, eh c'est une situation intermédiaire où la planète est déjà formée, mais le disque n'a pas tout à fait disparu. Évidemment, on ne voit pas les sillons, puisqu'ici, le disque est vu par la tranche, parce que celui-là, il est vu de face. Vous voyez, on l'envoie tantôt par la tranche, tantôt en oblique. Celui-là est vu de face, et vous voyez, c'est le disque le plus proche du Soleil, qui est connu aujourd'hui, mais on n'a pas encore trouvé de planète autour de lui. Et là, c'est un objet qui est un peu plus jeune, à 8 millions d'années, c'est un peu plus ancien que Lucie. En voilà encore un, autour d'une autre étoile qui s'appelle Fomalhaut. Et vous voyez ici qu'on a une trajectoire qui est... le disque est vu en oblique ici. Voilà. Alors on a des quantités d'images comme ça. Voilà. Voilà. Alors ça c'est un film tout récent, vous voyez, ça date de 2017. C'est un disque vu par la tranche. C'est des observations qui sont faites par mes jeunes collègues à l'observatoire de Meudon, Paris. Vous voyez la taille de l'orbite de Saturne à nouveau. Donc c'est un disque qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Saturne et dans lequel on voit quelque chose qui est absolument incompréhensible. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de vagues? Est-ce que c'est de la matière qui se propage dans le disque? Est-ce que ça a un rapport avec un moment particulier de la formation de planètes? Est-ce que c'est au contraire simplement des vagues, des rides qui se propagent mais sans que de la matière se déplace? Voyons, on l'a suivi entre... C'est en accéléré là? Pardon? C'est en accéléré? Oui. Ah ben oui, vous avez les dates là, depuis 2015 jusqu'à 2017. Oui. Donc c'est des images successives, faites quand il fait beau sur le télescope, quand on a accès au télescope. Et voilà. Alors, c'est pour vous montrer qu'il reste beaucoup de mystères dans tout ça, beaucoup d'inconnus. Vous savez que c'était un homme extraordinaire, puisque c'est à la fois un des plus grands savants du XVIIe siècle. C'est Pascal qui a inventé le calcul des probabilités, mais c'est aussi, il a inventé l'ancêtre de la RATP, puisqu'il a créé la première ligne d'autobus dans Paris, à cheval. Mais c'est aussi un immense mystique. Vous connaissez peut-être aussi sa pensée religieuse et mystique. Et puis c'est un philosophe, un très grand philosophe. Donc c'est un homme complet. Et il a évidemment réfléchi dans un texte magnifique des pensées, peut-être vous avez étudié en philosophie, qui s'appelle « Disproportion de l'homme ». Et il s'interroge sur comment c'est possible que nous, petits cirons vivant sur la Terre, nous arrivions à penser l'univers. Il ne connaissait pas tout ce que je viens de vous montrer. Mais il s'est posé la question, comment est-ce possible? Il n'a pas la réponse, pas plus que nous l'avons aujourd'hui. Et il y a cette phrase que je trouve très belle, par laquelle je conclus que l'homme contemple donc la nature, c'est ce que nous venons de faire, dans sa haute et pleine majesté, haute ô combien, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, ce qui est autour de nous, qui nous distrait finalement, pour regarder le ciel, que la terre lui paraisse comme un point, et il continue, et ce que nous avons fait, c'est que nous sommes éloignés de la terre, nous avons vu la terre comme un point, mais nous avons vu d'autres points, qui sont ces autres mondes qu'imaginaient les anciens. Voilà, je m'arrête là.
Je vais les prendre rapidement. Hein. Première question, d'où vient la lumière au milieu de la galaxie? Qu'y a-t-il comme objet? Alors, c'est le mot « au milieu » que je ne comprends pas tout à fait. Qui a posé la question? Au milieu de la galaxie. Je vous ai montré une image d'une galaxie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière qui nous en vient. Chaque lumière vient d'une étoile. Hein. Donc une galaxie, c'est à peu près 100 milliards d'étoiles. Chacune produit de la lumière. Comment? Par réaction nucléaire dans le cœur de l'étoile, comme le Soleil. La lumière sort et elle nous arrive et on la mesure et on fait une photographie. Hein. Donc la galaxie rassemble beaucoup d'étoiles et voilà, la source de la lumière, c'est la somme de toutes les étoiles. Et puis on peut aussi avoir autour d'une étoile de la lumière qui nous vient par un disque de poussière et de gaz, par exemple, hein, qui est chaud, donc qui rayonne aussi de la lumière. Et plus un corps est chaud, plus il rayonne de lumière. Donc voilà. Une autre question? C'est la scintillation ou le scintillement. Hein. Et je vous ai dit que les étoiles scintillent parce que la lumière doit traverser l'atmosphère de la Terre, que cette atmosphère est trouble, elle est agitée, il y a des courants, il y a du vent, il y a des zones plus chaudes que d'autres. Vous le savez très bien, quand vous volez en avion, quelquefois, vous êtes dans une atmosphère très calme et vous pouvez poser un crayon sur votre table, debout, il ne bougera pas. D'autres fois, ça secoue pas mal. Hein. Bon, quand ça secoue, c'est parce qu'on traverse une zone très hétérogène de température. Ben, la lumière, ça la secoue et le résultat, c'est la scintillation. Hein, d'accord? Voilà. Et le deuxième résultat, la scintillation, c'est joli, c'est poétique, mais le deuxième résultat, c'est le flou pour les images d'astronomes. Et ça, c'est très embêtant. Et je vous ai montré qu'on peut dépasser ce flou. En fait, non pas d'un objet qui tourne attaché comme un disque de bois ou de pierre, hein, mais c'est un ensemble d'étoiles qui sont attachées les unes aux autres simplement par la gravitation. Exactement comme la Lune est attachée à la Terre. Il n'y a pas de fil pour attacher la Lune à la Terre. Hein. Il n'y a pas de matière hein, pour la tenir. De la même manière, la Terre est attachée au Soleil, ou Vénus, ou Mercure, par la gravitation. C'est la gravitation qui tient le système solaire. Et il le tient longtemps, puisqu'il est comme ça depuis 5 milliards d'années, que ça tient très bien. Hein, parce que c'est dans le vide et qu'il n'y a pas de force qui dissipe. Hein. Eh bien, une galaxie, c'est pareil, simplement, au lieu d'avoir, comme dans le système solaire, une dizaine de planètes autour d'une étoile, eh bien, dans la galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles qui sont attachées les unes aux autres par la gravitation. Hein. Et elles sont attachées, et comme l'ensemble a un mouvement de rotation, eh bien, ce mouvement de rotation se fait, ce disque tourne, mais il n'y a rien de spécial au centre. Hein. Il n'y a pas d'axe, comme on pourrait penser pour le moyeu d'une roue. Hein. Il n'y en a pas besoin, hein, pas plus que dans le système solaire, ou dans le petit exemple que je vous ai montré d'une étoile et d'une planète tournant l'une autour de l'autre, ben, elles tournent en fait autour de leur centre de gravité, mais il n'y a rien là. Hein. C'est la gravitation qui joue ce rôle d'attraction. Simplement, encore une fois, dans une galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles qui sont toutes attirées les unes par rapport aux autres. Il y a Kepler, qui est un observatoire dans l'espace, qui a fonctionné pendant 7 ans à peu près, puis à un moment il n'avait plus de carburant pour s'orienter, donc on l'a arrêté. Hein. C'est une très belle mission de la NASA, qui a fait suite d'ailleurs à une mission française beaucoup plus modeste, qui a coûté beaucoup moins cher, mais qui était la première à observer des transits. Hein. Et puis une autre partie des résultats sont obtenus avec des télescopes au sol. Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les télescopes que nous utilisons au Chili, qui sont des grosses machines avec des miroirs de 8 mètres de diamètre. Et on a 4, vous voyez là, 3 de ces télescopes. Il y en a un quatrième, chacun dans un dôme hein, de protection, bien sûr. Hein. Et puis, on a presque déjà épuisé
le potentiel de ces télescopes. Et voilà celui que nous construisons actuellement. Nous, c'est l'Europe, dont la France. Hein. C'est 14 pays d'Europe réunis, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, etc., réunis pour construire cet instrument qui, lui, fait 30... Alors là, c'est un dessin d'artiste, hein, parce qu'il n'est pas encore terminé. Il ouvrira en 2024. Le miroir étant beaucoup plus grand, le miroir fait 39 mètres. 39 mètres, vous voyez, c'est beaucoup plus grand que cette pièce. Hein. En fait, c'est un miroir qui est fait en mosaïque, c'est-à-dire on superpose, c'est un carrelage, si vous voulez, de petits miroirs hexagonaux, donc qui sont tout à fait jointifs, qui sont contrôlés évidemment par ordinateur pour avoir une bonne surface. Hein. Et vous voyez l'échelle, hein, vous avez ici une voiture. Donc c'est vraiment une très grosse machine. Et comme le miroir est plus grand, il est équipé de ce dispositif anti-flou, et que par ailleurs, plus le miroir est grand, plus la tâche image est petite, eh bien l'utilisation de ce très bel instrument pour la recherche des exoplanètes est déjà longuement préparée. Les équipes, vous voyez, on est à 5 ans de l'ouverture, et les équipes construisent les instruments qui vont détecter, photographier les images données par cet instrument. Donc c'est vraiment une combinaison d'activités au sol et d'activités dans l'espace. Au sol, on peut faire des instruments de très grande taille, comme celui-là, 40 mètres, on ne peut pas mettre dans l'espace. Dans l'espace, on met des instruments plus petits, de quelques mètres, mais on n'a plus d'atmosphère. Est-ce que ça vous inquiète, ça, des milliers et des milliers de fragments de satellites? Ça a été un problème au début, l'homme étant ce qu'il est. Tout le monde voulait mettre plus de satellites dans l'espace, et puis on ne s'occupait pas trop de ce qui se passait à la fin de leur vie orbitale, quand ils n'avaient plus de carburant, plus d'électricité, on les laissait. À cela s'ajoute, quand on lance le satellite, il y a une fusée, la fusée se sépare du satellite, mais elle reste éventuellement, les morceaux restent en orbite. Donc au début on ne faisait pas attention, et du coup ça donne à peu près la même chose que les plastiques sur une plage. Un espace autour de la Terre. Autour de la Terre, ça veut dire entre 400 et 1000 km, c'est là que sont les orbites autour de la Terre. Et puis maintenant, il y a des règles très précises. On doit détruire un satellite. C'est pas très difficile de le détruire, il suffit de le freiner. Si on le freine, eh bien, il se rapproche de la surface de la Terre, et l'atmosphère devient de plus en plus dense, donc il chauffe de plus en plus et il se transforme en étoile filante. Tout brûle. Hein. C'est ce qui arrive aux étoiles filantes. Hein. Elles sont consumées par le frottement dans l'atmosphère de la Terre. Et il retombe sur Terre de la poussière de météorites. Hein. Donc maintenant, il y a obligation, quand on lance un satellite, de prévoir sa destruction. La destruction des corps célestes fait l'objet de tout un domaine qui s'appelle l'éthique de l'espace. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a le droit, nous humains, de faire dans notre sortie de la Terre? Alors, il y a l'éthique vis-à-vis de la pollution des objets célestes, il y a l'éthique vis-à-vis de ne pas traiter l'espace comme une poubelle, mais il y a d'autres aspects. Hein. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en envoyant des hommes? Est-ce que par exemple on peut envoyer des hommes sur Mars? Probablement vous verrez ça avant que vous ayez atteint mon âge, hein, au cours du XXIe siècle. Hein. Est-ce qu'on peut envoyer des hommes qui savent qu'ils ne reviendront pas? Parce qu'il y a 99 chances pour cent que la mission de retour ne soit pas possible. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'un pays peut décider ça, hein, avec des volontaires? Hein? Bon, voilà le type de question. Non, il y a des gens qui sont morts au départ et d'autres qui sont morts au retour. Très peu d'ailleurs. Hein. Au départ, il y a 3 astronautes américains qui sont morts au sol
dans leur cabine de la fusée avant le lancement parce qu'on leur faisait respirer une atmosphère d'oxygène pur et qu'il y a eu une étincelle, évidemment tout a pris feu. Donc depuis, il n'y a plus d'oxygène pur, mais il y a toujours un mélange d'oxygène et d'azote qui évite l'inflammation spontanée. Mais c'est le seul accident au sol. Au retour, il y a un cosmonaute russe, Komarov, qui est mort parce que son parachute de rentrée ne s'est pas ouvert. Il est enterré dans le mur du Kremlin. Voilà. Donc c'est finalement très peu. En revanche, il y a beaucoup d'astronautes qui sont morts au volant de leur petit avion supersonique, de leur voiture de course dans lequel ils essayaient de battre des records. Voilà. Et il y en a beaucoup. Donc, ça nous fait réfléchir sur les dangers. Maintenant, il y a une mission qui aurait pu tourner au drame, c'est Apollo 13, où il y a eu une explosion d'un réservoir d'oxygène liquide quand le module était entre la Terre et la Lune. Et finalement, les 3 astronautes de la mission, au lieu de se poser sur la Lune, ont réussi une prouesse extraordinaire. D'ailleurs, il y a un film qui est de la fiction qui colle à la réalité que vous pouvez voir, ça s'appelle Apollo 13. Ils ont fait un demi-tour autour de la face arrière de la Lune. Donc ils sont revenus sur la Terre et ils ont réussi à rentrer et se poser dans l'océan Atlantique ou Pacifique, je ne sais plus. Oui. Et ce sont des choses risquées, mais que l'on peut contrôler.